C'est bon, je vous passe la main. Gabriel, pardon, Pierre-Alix, tu es en mute. Ah, on t'entend toujours pas, On Pierre-Alix. t'entend toujours pas. Pour ceux qui regardent le replay, ce sera un début en fanfare. Là, c'est bon? Ouais, là, Ouais. c'est bon. Trop bien. On se marre. C'est fait. Moi, je ne t'entends pas du tout. Pierre-Alix, je sais pas si c'est que de mon côté. Ouais, il a le micro, mais il a pas la connexion, je crois, visiblement. Oui. Hop. Bah, je peux peut-être faire un peu la route secours en attendant que Pierre-Alix trouve une connexion, si tu veux, Paul. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il avait prévu de dire, mais en tout cas, bah, bonjour à toutes et tous. Hyper ravie d'être là. Ah, est-ce que Pierre-Alix est revenu? Est-ce que j'ai meublé suffisamment? Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est très bien là. Ok, trop bien. Désolé. Donc, je disais à quel point j'étais ravi d'être là parce que l'histoire entre Dutton et les collectifs, elle date pas d'hier. Elle date pas d'hier. On a été au tout début, on connaissait certains des membres fondateurs des collectifs et on a eu même les backstage de la création de l'asso au tout début. Et on en était ravis parce que pour nous, c'est un projet qui est magnifique, qui répond à un besoin ultra important dans plein de boîtes, qui est un besoin, je pense, qui a un impact sur la société qui est énormissime et qui le fait en plus très très bien, avec un succès, je trouve, génial. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de projets en France qui ont autant d'impact et qui permettent autant aux gens de se permettre d'avoir de l'impact au niveau des boîtes. Donc voilà, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir interagir avec vous. Et aujourd'hui, c'est un programme un peu particulier parce que l'historique de cette session, c'est qu'on a organisé un petit événement avec quelques partenaires de l'écosystème. Et Paul nous a fait le plaisir d'être là. Et à la fin, il nous a dit ce que vous dites, c'est vachement pertinent et ça serait cool que vous puissiez partager ça avec les collectifs. Et nous, on a dit bingo parce que c'est vrai que vous allez le voir, on a beaucoup de réflexions sur le projet d'automne depuis quelques temps. Et ça, c'est notions de réflexion qui nous ont beaucoup inspiré dans la façon dont on veut avoir de l'impact, le type d'impact qu'on veut avoir dans le monde de 2025. Et on se dit, tant qu'à faire, autant le partager aux autres, que ça génère des débats, des réflexions, que ça fasse écho peut-être ou pas. Et puis aussi de présenter quelques nouveautés dont on a tiré très concrètes, qui peut-être pourront vous intéresser comme des outils pour avoir de l'impact à votre niveau. Donc ça va être un peu ça le programme. Et puis pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi je m'appelle Pierre-Alix, je suis le cofondateur de Dutton. Et Dutton, donc c'est un projet qui a été lancé il y a 5 ans, qui est connu principalement pour l'atelier du même nom, atelier Dutton, qui est un atelier sur la transition écologique qui a bientôt touché 300 000 personnes, dont une bonne partie d'ailleurs dans les entreprises et une bonne partie grâce à des membres des collectifs, avec plus de quasiment 15 000 animateurs dans un peu moins de 80 pays. Et qui compte aujourd'hui 25 salariés ultra déterminés à avoir de l'impact basé à Paris. Voilà en quelques mots. Et avant de commencer dans le dur, je vous propose des petites questions. Des petites questions pour prendre un peu le pouls de votre côté. Pour les questions, Gabi, on fait comment? Je partage mes slides ou on a des petites questions sondage? Tu peux partager les slides si tu veux, et puis Paul a créé un outil pour pouvoir faire un sondage. Donc c'est lui qui pourra gérer ça en même temps. Merci Ok, beaucoup. trop bien. Et c'est parti, je partage mon écran. Hop. Première question. C'est quoi la dynamique dans votre entreprise? Si on parle de dynamique autour de la transformation écologique et sociale de votre entreprise, si vous deviez la juger, est-ce que vous diriez, si vous mettez une note proche de 10, c'est
ça cartonne, la boîte est en train de se transformer à une vitesse incroyable. C'est ultra enthousiasmant, c'est génial. Si vous mettez la note de 0, c'est une catastrophe. On revient en arrière à tous les étages. Tous les sujets de transformation écologique ou sociale sont dépriorisés, c'est terrible. Quelle note vous mettriez? Hop, je suis en train d'envoyer le sondage. Je savais pas que tu voulais mettre une note. Sinon, ça peut être dans le chat aussi pour la première. Alors, on a du 1 sur 10, 7 sur 10, 6 sur 10, 4, 6. Et hop, le sondage arrive, trop stylé. Donc, on a des notes, ouais, là pour l'instant, c'est assez, assez varié. Pas si mal non plus, mais quand même pas mal de notes qui sont en dessous de 5. Hein. Pas méga ouf. Ok. Donc a priori, j'irais une dynamique au mieux mitigée. Avec quelques personnes qui sont à 7, ce qui est une bonne note sans plus, beaucoup de personnes qui sont largement en dessous. Donc c'est ça. Ça, c'est la première question. Deuxième question que je vais vous poser, je repartage, crac. Deuxième question, pardon, c'est ici. C'est quoi les problèmes? Donc là, c'est plus à vous de vous exprimer. C'est quoi les problèmes qui freinent ou qui inversent? Pour ceux qui sont à 1 sur 10, on ne sait même pas ça freine, c'est limite, c'est un retour en arrière, j'imagine. Les dynamiques de transition, de transformation. C'est quoi pour vous là, les problèmes clés, les trucs qui vous empêchent de dormir la nuit quand vous dites, tiens, ma boîte, c'est ça qui bloque, ça qui empêche que les choses se passent? Voilà, c'est réponse plus format plus libre. Il n'y a pas d'option parmi lesquelles choisir. Et vous pouvez répondre dans le chat. Donc, Anne-Laure dit la recherche de la rentabilité, vision court terme, ok, intéressant. Problème de mise en mouvement, pas de vision. Ok, problème de charge de travail, dit Antoine. Donc, on a trop de trucs à faire en parallèle. Business model, pas d'obligation, croissance. Ok, donc on a un certain tropisme autour du court terme, de la rentabilité qui vont bien ensemble. Et ok, vision systémique, le temps de mise en place qui revient aussi, la mise en mouvement, et des objectifs qui sont considérés comme annexes. Ok, intéressant. Très intéressant. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est qu'à une époque, on disait le problème, c'est je sais pas moi, c'est la prise de conscience et tout. Et là, personne ne le mentionne. À la limite, il y a juste ce côté systémique, vision systémique. Mais c'est pas forcément une prise de conscience. Ce qui est assez significatif. Je pense que si on avait posé la même question il y a ne serait-ce que 2 ans, on n'aurait peut-être pas du tout eu les mêmes réponses. Ok, donc ça c'est très intéressant. On va continuer avec une troisième question. Et je vais vous repartager mon écran. Et cette question, elle vous concerne vous. Et la question, elle est simple, c'est vous, votre niveau d'optimisme sur l'avenir du monde. Donc là, c'est tout sujet confondu. Hein, à quel point vous pensez que dans 10 ans, le monde ira mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Alors, si vous pensez qu'il ira beaucoup, beaucoup mieux, vous mettez 10 sur 10. Là, c'est vraiment, dans 10 ans, on aura réglé plein de problèmes. Les enjeux écologiques, on sera sur la bonne voie. Au niveau social, il y aura plein de trucs qui iront bien, c'est génial. 0 sur 10, c'est en fait, là, dans 10 ans, ça va vraiment pas bien aller. Le monde ira pire, bien pire qu'aujourd'hui. Bonne question de mise en bouche, là, si vous sortez de table. Les notes négatives sont autorisées, alors tu peux mettre, Mara, tu peux mettre 0 déjà. Quand on fait pas de moyenne, ça rentrera quand même. Ok, alors on a un auditoire pas méga optimiste sur l'avenir du monde, puisqu'on a Anne-Laure qui est très, très enthousiaste, très optimiste. Et sinon, des notes qui sont quand même pas fifolles, comme on dit, avec une moyenne qui est plutôt en dessous de 5 sur l'avenir du monde.
Donc a priori, on n'a pas des signaux qui nous font croire que les choses vont s'arranger très très vite. Mais on va quand même se poser une dernière question de mise en bouche. Et la question, ça va être une question pour vous, pour savoir ce qui vous rend pessimiste a priori, c'est des problèmes, des menaces un peu qui pèsent sur le monde. J'aimerais savoir quel est le problème qui vous inquiète le plus, qui vous paraît le plus important aujourd'hui dans le monde. Alors là, je sais que c'est compliqué, mais il faut en choisir un. Un seul problème qui d'après vous, est le prioritaire, le truc qui vous inquiète le plus. Donc, je vais les décrire. Donc, crise écologique, c'est toutes les conséquences du changement climatique, la hausse des températures, les extrêmes climatiques, toutes les réactions en chaîne que ça pourrait provoquer, y compris sociales. Numéro 2, tensions internationales et guerre. On a ce climat de guerre nucléaire possible, de tensions Russie, Ukraine, Israël, Palestine, Trump, etc. La crise de la vérité. Donc là, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec encore notre ami Trump, que ce soit sur la remise en cause de la science en général, où on voit que la vérité est un peu en crise en ce moment. La quatrième, c'est la démocratie en danger. Donc, on sent un peu un essoufflement de certains régimes démocratiques, une volonté d'autoritarisme qui revient, et le fait que possiblement tu pourrais avoir de moins en moins de pays démocratiques, de plus en plus de pays qui soient autoritaires, voire pire. Et puis le dernier, qui est un peu lié au quatrième, mais différent, c'est ce côté tension sociétale, guerre civile, polarisation, archipélisation de la société, toutes ces choses-là où on sent un peu de plus en plus de tensions au sein des sociétés qui pourraient donner des choses pas drôles du tout. Alors, si je vous demande, là encore, de choisir parmi tous ces mots, quel est le pire pour vous? Alors Muriel dit c'est trop siloté, effectivement, et j'en conviens. C'est pas facile de choisir. Et alors, si on regarde les réponses, j'arrive pas à voir les réponses du sondage, Paul. Il faut que tu votes. J'essaye, mais il est pas content. Parce qu'apparemment, j'ai pas de compte. Sur le sondage, c'est principalement crise écologique avec un peu de tension internationale et guerre, démocratie en danger et tension sociétale et guerre civile. Et après, tu as pas mal de réponses dans le chat qui sont surtout sur la démocratie en danger. Ouais, effectivement, démocratie et tension sociétale, guerre civile, aussi beaucoup de 4. Ok. Ok, c'est intéressant. C'est la fin de cette petite intro, mais en gros, si on voulait en tirer quelque chose, on pourrait se dire, première question, la dynamique dans les boîtes, on voit que c'est pas joli, joli. A priori, on a plutôt une note qui est pas très bonne, donc on a plutôt une dynamique qui est pas très bonne. Sur les causes, on voit que c'est des causes beaucoup liées au court terme, au contexte international, au manque de compréhension systémique, à la recherche de rentabilité très très vite. Donc vraiment des sujets très, très macro en fait, dans les causes qui bloquent, et de priorisation de ce sujet. Si on regarde vous, votre niveau d'optimisme sur l'avenir, on voit qu'on a plutôt quelque chose qui est assez sombre, où on est assez sombre sur l'avenir de façon générale. Mais ce qui est intéressant sur la dernière question, c'est que et même si la formulation est forcément un peu biaisée et c'est voulu, on voit que il y a pas mal de gens qui pensent que la crise écologique, c'est le sujet qui les inquiète le plus, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord là-dessus. Il y en a qui disent que c'est plus les enjeux sur la vérité. Il y en a pas mal qui parlent des tensions sociales internes à la société, et d'autres sur le côté la démocratie en danger. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que, premièrement, on pourrait imaginer que là, on est entre nous, les collectifs, on est un certain tropisme vers l'écologie et que tout le monde allait s'accorder pour dire que c'était ça le problème. A priori, c'est plus compliqué que ça. Mais deuxièmement, on voit que on n'est pas tous d'accord sur c'est quoi les priorités. A priori, d'aucuns ici diraient non, il faut absolument mettre la priorité sur le social, et d'autres diraient non, c'est l'écologie la priorité. Donc, c'est intéressant de voir que même dans un petit groupe comme ça, où on est 31 autour d'une visio, et on a tous le même type d'engagement quelque part, en fait, on n'est pas forcément d'accord sur la priorité. Et
c'est une bonne intro et sachez que c'est pas un particularisme absolu. On a déjà fait l'exercice avec d'autres groupes et en fait, on voit que souvent, c'est la même chose. Même des groupes de gens ultra sensibles à l'écologie disent aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément l'écologie. Et tout le monde n'est pas du tout d'accord sur c'est quoi la priorité. Et pour moi, c'est assez riche d'enseignements et ça nous dit peut-être quelque chose de comment le monde a évolué. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Je vais vous présenter un peu certaines réflexions qu'on a eues chez Dutton sur l'évolution du monde, l'évolution des enjeux de transformation de la société, des entreprises, et comment avoir des pistes là-dessus. Je vais présenter les choses de façon assez descendante, mais il y aura un moment de questions-réponses au milieu. Et puis, de façon générale, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Et Gabriel, qui est là, m'interrompra si c'est des questions urgentes pour que je puisse faire une petite digression. Ceci étant dit, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Nous, Dutton, on a été créé en 2020 et à l'époque, sous certains égards, je vais être un petit peu provoque, le monde était simple. Le monde était simple, il y avait une crise écologique qui était terrible, très inquiétante, qui se traduisait à plein d'égards avec le climat, la biodiversité, l'épuisement des ressources. Et c'était pas enthousiasmant du tout, mais c'était simple. On disait, c'est ça la priorité. Cette crise-là, c'est la mère de toutes les batailles. Et il faut absolument, si on veut lutter pour un monde meilleur, c'est sur ça qu'on se concentrait. Et nous, on a dit, ok, on va faire ça. Donc on a dit, il y a une crise écologique, très bien. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui empêche qu'on agisse? Pour nous, le problème, c'était un problème humain, c'était un problème de rapport psychologique au sujet, avec des gens qui étaient pour la plupart perdus, qui ne savaient pas c'était quoi les bonnes façons d'agir, comment prioriser leurs actions, et puis qui avaient aussi un rapport psychologique pas bon, à base de culpabilité, de désespoir, d'impression que ça ne sert à rien d'agir, qu'il fallait au contraire transformer et remettre dans un mode d'action où on voit une perspective de succès, on pense qu'on peut y arriver et on s'inscrit dans une action collective. Et donc on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose pour y répondre. Alors on a créé quelque chose, c'est l'atelier Dutton. L'atelier Dutton que peut-être beaucoup ici connaissent, qui permettait de se projeter dans le futur et de à la fois comprendre les actions que je peux faire et à la fois avoir une perspective collective, de dire tiens, si on agit ensemble, mon action à moi va nourrir un changement collectif qui peut débloquer des choses plus grandes. Donc on s'est dit on a la bonne expérience pour ça et puis on va faire simple, on va la faire vivre à tout le monde. Alors on s'est dit tiens, on va faire vivre cet atelier à des millions de personnes et quand on aura fait assez de millions de personnes qui ont été assez transformées par l'expérience, normalement la société elle va changer. Donc c'était assez simple comme plan, on va dire au final. Cependant on pense que le monde il a changé et que ce plan-là il est peut-être beaucoup moins valable aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. Alors comment il a changé? Pour nous, il y a un élément qui est assez structurant sur le changement du monde dans les derniers temps. D'abord, je vais vous parler de d'où on parle. On a commencé à s'intéresser à ce sujet-là fin 2023. On a commencé à sentir un peu des signes qu'il y avait des choses qui changeaient dans les dynamiques, dans les dynamiques à tous les niveaux. Et on s'est dit, il faut qu'on comprenne ça. Et donc, on a fait un gros travail d'analyse à plein d'égards, avec un travail documentaire, un travail de veille, un travail de prise de hauteur, beaucoup de rencontres aussi d'acteurs de terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et nous, on a vu se matérialiser une chose qui maintenant est sur toutes les lèvres, c'est la notion de backlash écologique ou backlash écologique et sociétal qui est apparu et qui maintenant s'impose beaucoup et qui montre un peu ce syndrome de retour en arrière, de baisse des dynamiques autour des enjeux de transformation écologique et qui s'est maintenant très concrétisé. Et on a beaucoup d'exemples sur le plan légal, sur le plan électoral, sur le plan sociologique, etc. Et bien sûr sur le plan des entreprises qui là aussi soit des fois baissent leur ambition, soit reviennent en arrière sur certaines ambitions. Pour nous, ce backlash, en fait, on le caractérise par 3 éléments. Le premier, c'est un rejet. Donc, il y a des parties de la population qui rejettent maintenant le sujet écologique. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'elles étaient dans une certaine mollesse par rapport au sujet, sans opinion. Maintenant, elles le rejettent et elles disent, moi, j'en ai marre de ces trucs d'écologie. Il y a une dépriorisation. Donc
Donc là, c'est au niveau des politiques, au niveau des entreprises, on dépriorise le sujet. Vous y avez fait écho d'ailleurs dans les réponses au début. Troisième point, il y a un désengagement. Donc, il y a des gens qui étaient engagés, qui maintenant se désengagent, peut-être par désespoir, par usure, et qui disent j'ai moins envie de m'engager. Et donc, on a les trois dimensions qui sont liées d'un même phénomène qui est ce backlash écologique qui s'applique à tous les niveaux. Et donc, la question, c'est de savoir c'est quoi ce backlash et d'où ça vient. Parce que si c'est juste un backlash temporaire de quelques mois, on peut se dire, on fait le dos rond quelque part, et puis d'ici quelques mois, on affûte nos lames, et dans quelques mois, on va repartir dans une démarche beaucoup plus conquérante. Sauf que pour nous, en fait, la cause de ce backlash, elle est plus profonde. Pour nous, la cause de ce backlash, au final, c'est ce que beaucoup d'experts appellent la polycrise. La polycrise, qui est un phénomène qui met un mot derrière ce qu'on peut voir dans le monde, c'est-à-dire la multiplication des crises et des fluctuations et des changements qui se démarquent à la fois par leur multiplication en nombre, en fréquence, en intensité, mais aussi en diversité. Donc ça va être aussi bien des crises écologiques que sociales, que sur l'information, que sur la géopolitique, que sur l'économie, et tout ça étant très 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 interconnecté. Ça a été aussi dit au début. Donc on a des crises qui sont de plus en plus grandes, qui sont interconnectées, et ce terme-là, à une époque, il était un peu théorique, on va dire, et c'était intéressant de dire polycrise, ça faisait sympa dans les dîners, mais là on voit que c'est vachement très concret maintenant. Voilà, quand on parle de crise écologique, on le voit, c'est pas à vous je vais le dire. Sur les enjeux sanitaires, le Covid a été une rupture quelque part. Sur les enjeux sociétaux, on parle de polarisation, d'archipélisation, on voit les tensions politiques qu'on a eues dans les dernières législatives qui sont marquées. Au niveau géopolitique, c'est terrible. Et puis même au niveau de l'information, on le voit, on a des acteurs qui ont un rapport à la vérité qui est différent de ce qu'on est habitué, qui remettent la science en question. On voit une baisse de la confiance dans les acteurs scientifiques qui est assez marquée. Donc on a vraiment quelque chose qui ressemble à une polycrise là, dans les faits. Et le début de l'année 2025, ça a été vraiment l'apogée un peu de ça, avec une actualité qui était infernale, où tous les 3 jours, on avait l'impression qu'il y avait un nouveau rebondissement dans l'ordre du monde. Cette polycrise, elle est un danger en tant que tel, parce que quand on a une multiplication d'autant de crises en parallèle qui sont aussi liées, ce qu'on peut avoir au final, c'est une sorte d'explosion finalement. C'est de se dire, là, ça craque. Ça craque de tous bords, et on ne sait pas par où ça va commencer, mais ça va craquer pas bien. Alors ça, c'est au niveau très macro, mais ça peut se retrouver dans la société. Pour nous, c'est la polycrise et cette instabilité du monde, elle fragilise la société. Elle fragilise parce que déjà, il y a cette crise de la vérité, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et forcément, c'est très compliqué de se mettre d'accord quand on n'a plus du tout la même version de la vérité. Et ça, c'est un problème sociétal. C'est un problème pour faire société. Si on ne sait plus ce qu'est la vérité, c'est un vrai problème. Le deuxième, c'est toute cette notion de fracture. On a des groupes de personnes qui vont être qui n'arrivent plus à se parler, qui restent dans un entre-soi, et qui là-dessus devient un vrai problème pour faire société à un gros niveau. Puis le troisième, c'est la notion de polarisation. C'est-à-dire qu'on peut dire on n'est pas d'accord, mais à la limite, ça ne joue à pas grand-chose. Mais là, on le voit qu'en ce moment, on a plutôt une polarisation à tous les niveaux qui est à la fois idéologique sur on veut des choses radicalement différentes du camp d'en face, mais aussi affective, avec des gens qui vont monter très vite dans les tours, si on remet en question cette idée-là, je me sens très touché dans mon intimité, et je vais monter très vite dans les tours au niveau émotionnel. Et pour nous, ça, c'est décisif à comprendre. Parce que quand on parle de transition écologique, sociale, ce sont des problèmes de société. Et c'est des problèmes radicalement collectifs. La capacité à résoudre ces problèmes-là, elle dépend de notre capacité à travailler ensemble pour faire ça. Si on n'est pas capable de le faire, non seulement on est de plus en plus fragile, mais en plus on est incapable de résoudre des problèmes collectifs. Et donc, si on a ça qui se met à l'œuvre, la question de faire une transition écologique, on comprend que ça devient quasiment impossible dans un tel contexte. Mais pas parce que c'est l'écologie, mais parce que c'est un projet collectif
et que ça devient impossible de faire des projets collectifs avec une société aussi fragile du fait de la polycrise. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse sur le fait que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, en fait, souvent quand j'en parle, on peut avoir cette tendance de dire, bah oui, c'est vrai, la polarisation, c'est important, on le voit, les gens dans leur comportement politique, dans leur choix de vote, etc., ils se polarisent, hein, ils n'arrivent plus à se parler. Mais des fois, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on est les premiers touchés. Alors quand je dis nous-mêmes, c'est chacun, on est touché par ces phénomènes de polarisation, de tension, et puis même des fois en tant que, on va dire, groupe de gens engagés, on est touché par ça. Et je pense que des fois, on ne réalise même pas que nous-mêmes, on est sujet à se polariser, que nous-mêmes, on est sujet à se polariser affectivement aussi, parfois. Et moi, je vois beaucoup de gens engagés qui deviennent beaucoup plus émotionnels en ce moment qu'ils l'étaient à une époque dans leur engagement. Et je crois qu'il ne faut pas minimiser l'impact de la polycrise et du backlash et du contexte que ça génère sur nous-mêmes et sur notre façon d'agir. Et je trouve que c'est un bon pas de côté à faire, que de dire comment moi, dans ma façon de parler aux autres, de ma façon de concevoir mon engagement, ma façon dont je passe les messages, je suis peut-être impacté là-dessus. Peut-être que moi, je suis plus désespéré qu'à une époque, peut-être que ça me rend différent. Et ça, je pense que c'est un sujet très très important à aborder. Ceci étant dit, ce qu'on peut tirer de cette analyse-là, c'est que ça n'est pas une parenthèse. Cette polycrise, ça n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain matin. Tous les experts s'accordent à dire que s'il y a une chose qui est sûre au XXIe siècle, c'est que ce sera le siècle des fluctuations, des crises en série. Ça ne sera pas le siècle de la stabilité. Et donc, cette accélération de l'histoire, elle va se maintenir. Et donc, ce backlash, c'est un dommage collatéral de la polycrise, mais ça n'est pas une parenthèse, ça n'est pas juste un truc où on peut se dire, dans un an ou deux, si on attend, les choses vont se régler et on va pouvoir repartir de plus belle pour faire une belle transition écologique ou une belle transition RSE. Donc ça, c'est un premier élément qui est structurant pour nous dans notre analyse de la situation. Une fois qu'on a dit ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on en tire? On a un truc très très macro là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on en tire pour avoir de l'impact en 2025? Gabriel, je peux continuer ou il y a des questions qui sont importantes à répondre maintenant? Pas de questions dans le chat en tout cas. Il y a des Très petites bien. remarques sur Olivier Hamon. Ah, un certain évidemment. Très bien. Peut-être que ça spoil un peu. Qu'est-ce qu'on en tire? Ce qu'on en tire, pour être très macro, c'est que le problème écologique, il est évidemment toujours aussi important. Voilà, nous, chez Dutton, on aime beaucoup la théorie du donut de Kate Raworth, et rentrer dans le donut, c'est plus important que jamais, pour des raisons écologiques et pour des raisons sociales. Donc ça, il n'y a pas de remise en question. Le problème, et quand je disais qu'avant, c'était un monde simple et maintenant plus complexe, c'est qu'il y a, c'est plus le seul problème. Il y a un deuxième problème qui est, d'après nous, quasiment aussi important en tant que tel, c'est cette polycrise. Cette multiplication des crises, cette instabilité abominable qui fragilise la société, qui empêche de pouvoir faire des projets collectifs, c'est un problème tout aussi important. Et malheureusement, ça n'est pas encore que les deux. Bon, il y en a un troisième qui est à mettre au même niveau, c'est cette notion de polarisation, de fracture sociale entre les personnes, entre les communautés, entre les pays, entre les continents, qui est de plus en plus marqué et qui pour nous est un problème de même nature, parce que si ça perdure, on ne pourra pas résoudre le problème écologique. Et là, je fais un tout petit écart, mais d'aucuns pourraient dire, oui, mais tout est lié. C'est parce qu'il y a la crise écologique qu'on a une polycrise, parce qu'on a un épuisement des ressources qui fait que forcément, quand les ressources sont limitées, il faut se battre pour éventuellement, et des fois, ça va générer de plus en plus de tensions, etc. etc. La polycrise, c'est ça qui génère les polarisations et les fractures. Donc, il y a des liens avec ça, mais à la limite, c'est même pas le plus important. Le plus important, c'est aussi de savoir que le fait qu'on ait ces trois problèmes-là, qui d'après nous sont d'importance égale et qui surtout sont ultra liés, fait qu'on doit les prendre en compte.
Si on dit qu'on ne fait que gérer la crise écologique sans se préoccuper du fait qu'on est dans un contexte de polycrise, sans se préoccuper du fait qu'on a des tensions de plus en plus grandes entre les personnes, on est voué à l'échec. On n'arrivera pas à résoudre ce problème-là si on ne part pas à ça et à ça. Donc on a besoin de traiter les sujets au même niveau et ça doit influencer la façon dont on a de l'impact. C'est comme ça qu'on réfléchit. Est-ce que ça s'applique aux boîtes? Vas-y, d'après vous, est-ce que ce que j'ai dit là, ça s'applique aux boîtes ou est-ce que c'est un raisonnement très macro-sociétal, mais en fait, pas tant que ça. C'est un peu, c'est un peu trop perché, mais dans les boîtes, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ben, je vous laisse le temps de réfléchir. Pour l'instant, moi, je vais. Ah, Muriel dit que ça s'applique. Très bien. Et ben, merci Muriel pour ton soutien. Et Laurent n'est pas d'accord. On va se questionner un peu là-dessus. Vous l'avez dit au début, il y a, vous avez beaucoup parlé de croissance, court terme, etc. Et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est aussi une des conséquences de la polycrise. Quand on a autant d'instabilité, autant de bazar, c'est difficile de penser de long terme. Et on va très vite avoir une multiplication des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que quand il y a un seul problème, tout le monde peut s'accorder sur c'est ça le problème et on va trouver des solutions. Quand il y a autant de problèmes de façon aussi instable, souvent, la seule chose qui est certaine, c'est qu'est-ce qu'il y aura demain et est-ce qu'il y aura de l'argent dans le compte en banque. Donc forcément, on va aller là-dessus et ça va amener énormément d'injonctions contradictoires et de tensions. Et là où avant, on pouvait trouver des chemins de traverse faciles, là, ça devient de plus en plus dur. Et pour nous, cette injonction à la rentabilité de court terme est renforcée très largement par la polycrise. On y reviendra. Ce qu'on a pu observer à plein de niveaux. Il y a un deuxième élément qui pour nous est assez fondamental, c'est qu'à une époque, la RSE dans les boîtes, ça générait, c'était plutôt fédérateur. C'était même vu des fois comme un truc de team building, tout le monde était un peu d'accord là-dessus. On voit qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que 85% des Français sont préoccupés par le changement climatique, qu'a priori c'est un sujet fédérateur. Cependant, on voit que ça polarise de plus en plus en interne et ça fait écho à ce qu'on voit dans la société. Et moi, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus, mais moi, dans les derniers mois, j'échange avec beaucoup de gens dans la RSE ou autres qui me disent que, en fait, il y a une sorte d'affrontement entre des camps où on va avoir un bloc maintenant qui se forme, qui est un bloc anti-RSE et des réfractaires, des gens qui disent moi je veux plus de ces trucs-là, c'est pas notre mission de sauver le monde, c'est wokiste, il y a plein de variantes possibles, mais en tout cas on ne veut pas de RSE, que ce soit sur le niveau écologique, social, genre, etc. Vous allez trop loin, on ne veut pas de ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, tu vas avoir aussi un camp de gens engagés qui eux aussi vont avoir un discours peut-être parfois de plus en plus affirmé. Et moi, j'ai de plus en plus de directeurs RSE qui me disent les gens engagés dans ma boîte sont les plus féroces à notre égard parce qu'ils considèrent qu'on n'en fait pas du tout assez, ils considèrent que l'entreprise est ultra loin de ses engagements et que c'est un scandale et que l'entreprise devrait faire beaucoup mieux. Et donc, on a des camps qui s'opposent de plus en plus fort, ce qui fait que la RSE devient un sujet où il ne faut pas trop en parler, ça divise, et donc forcément, les boîtes, ce n'est pas du tout incitatif pour en faire un sujet central si on a l'impression qu'on va créer des guérillas internes. Et donc ça, c'est un élément pour nous qui aussi est très nourri par ce contexte sociétal autour de la polycrise que j'ai évoqué au début. Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, on a la RSE, le sujet RSE en général, qui devient complètement différent. Ça devient un sujet qui est uniquement moral, qui n'est plus un sujet stratégique. Donc là, je vous ai mis l'exemple de l'IA, qui est vu comme le sujet stratégique aujourd'hui, beaucoup moins la RSE, où on dit plus c'est stratégique, ce sera les transformations de demain, on dit c'est un sujet moral, est-ce qu'on sauve le monde ou pas? Donc forcément, c'est pas la même approche. Ça devient un sujet de long terme, parce qu'on a un retour du court terme ultra fort sur des échéances très courtes. Et donc là, le coût des tarifs douaniers de Trump a été quand même l'apogée de ça. Et puis, bien sûr, ça devient un sujet clivant, alors que c'était fédérateur.
Donc forcément, ça incite à déprioriser. Et j'ai presque envie de dire, c'est mécanique. C'est-à-dire que on peut compter sur le levier moral pour dire bah non, mais les chefs d'entreprise, ils vont comprendre. Mais en fait, on comprend très vite avec ça que oui, c'est mécanique qu'on dépriorise le sujet dans un tel contexte. On a très peu d'incitatifs en tant qu'entreprise, en premier ordre, encore une fois, et on y reviendra. Avec tout ça, bah nous, ce qu'on dit, c'est que si on prend le parti qu'on a une polycrise qui change complètement le contexte dans lequel on baigne et qui change la façon dont on doit faire la transition, bah ça veut dire qu'il faut le faire pour de vrai. Donc là, je vous donne quelques éléments que nous, on a réfléchi, qui d'après nous s'appliquent à la fois au niveau de la société et à la fois dans les entreprises, dans la façon dont on peut avoir de l'impact en interne. D'après nous, il faut sortir de la pensée magique. On pense que pendant longtemps, on a eu une pensée, et je fais notre autocritique, je parle de 2 tonnes, mais probablement beaucoup d'autres dans notre écosystème, un peu magique, c'est-à-dire déjà on disait il y a un seul problème et le reste c'est des plus petits problèmes. Donc voilà, c'est l'écologie, c'est le problème, le reste c'est des plus petits problèmes. Ben non, on dit non, en fait il y a plein de problèmes dans le monde et vous l'avez dit au début, on n'est pas tous d'accord sur les problèmes. Les problèmes sont complexes, ils sont liés et les autres problèmes sont pertinents aussi. Pour moi, on ne peut pas dire à quelqu'un qui se préoccupe plus d'une guerre nucléaire que de l'épuisement des ressources en terres rares, qu'elle a tort. Elle a raison de s'inquiéter des problématiques géopolitiques. Et c'est légitime et il faut le prendre en tant que tel. L'autre élément, on a été très fort pendant longtemps pour prendre en compte la réalité physique, c'est-à-dire la géophysique, la thermodynamique, les enjeux climat, etc. On a été très 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 bon là-dessus. Il faut prendre la réalité sociale. Et la réalité sociale, c'est qu'un corps social, c'est un corps plein de diversité, plein de complexité, des dynamiques ultra complexes, des gens très très différents, qui n'ont pas tous les mêmes dynamiques de transformation. Croire que tout le monde va avoir un peu un profil de bifurqueur, c'est-à-dire que une fois qu'on les aura sensibilisés, il y aura une prise de conscience et ils vont se mettre à cheminer progressivement, peut-être que c'est un schéma qui ne s'applique pas à tout le monde, qui s'applique juste à un certain type, un certain profil socio-psychologique, et qu'il ne faut pas l'appliquer à tout le monde. Et puis le dernier point, justement, c'est de prendre l'humain comme il est, pas comme on voudrait qu'il soit. On a tendance des fois à croire que l'humain est rationnel ou que l'humain est bon. Et un auteur comme Gérald Bronner, que tu as cité dans le chat, Gabriel, nous apprend que non, l'humain est ni bon ni mauvais, il est capable du meilleur comme du pire. Il est influencé par un système qui, lui non plus, n'est pas ni bon, ni mauvais, ni parfait, et qui est sûrement plein de vices. Mais en fait, l'humain est quelque chose de complexe, qui n'est pas noir ou qui n'est pas blanc, et qu'il faut le prendre dans sa complexité, dans ses incohérences, plutôt que de croire qu'il va pouvoir changer facilement. Donc pour nous, ça, c'est un enjeu très important de prise de hauteur qu'on a eu. Et ce que ça veut dire, c'est que pour nous, il faut mettre l'humain au cœur des enjeux. Et Olivier Amand, que vous avez cité, qui nous a beaucoup inspiré, qui est un peu la personne qui est un biologiste au départ, mais qui a popularisé la notion de robustesse. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, alors, quand les gens disent que, même des écolos disent que la priorité, c'est pas l'écologie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et il dit oui, et il dit le problème écologique, il est gravissime, bien sûr, mais si ça craque aujourd'hui, ça craquera socialement avant de craquer écologiquement. Et donc il dit, la priorité, c'est de fonder des collectifs robustes avant même de penser à une transition écologique. Ça doit être ça la priorité, ça doit être ça le cheminement de notre action. Et bien nous, c'est ce qu'on en tire. On en tire que cette nouvelle approche, il faut la tourner autour de la robustesse. Que la transition écologique, la voir comme une fin en soi, c'est sûrement pas une bonne approche quand il y a autant de problèmes à régler. On ne peut pas dire on met tout sur la transition écologique. Il faut viser la robustesse qui est en fait une capacité à continuer à rester stable et efficace même quand le monde change autant. Et ça doit être ça la finalité. Et la transition écologique doit être un moyen vers la robustesse, mais il ne faut pas que ce soit l'inverse. Et pour nous, c'est un peu une révolution copernicienne de notre conception de la transition écologique, qui s'accompagne d'un autre élément. À une époque, on pensait à des bascules. On se disait, tiens, on va avoir quelques personnes qui vont basculer un peu du jour au lendemain, devenir ultra engagées. Et puis, si on a assez, on va avoir 10%. Et là, crac, tout le monde va changer.
Nous, on pense que ça, c'est beaucoup moins pertinent dans un monde qui est aussi complexe et instable et qu'il faut viser plutôt de l'incrémental. Et cet incrémental, ça permet de ne pas bâtir les choses contre les gens en disant on va basculer malgré vous, même si vous n'êtes pas d'accord, mais de bâtir les choses avec les gens et dire bah, tiens, on va y aller victoire par victoire, on va faire en sorte que chaque victoire, chaque changement soit quelque chose qui renforce la robustesse et qui renforce le consensus. Et pour nous, ce n'est pas la politique des petits pas, c'est la politique de la juste exigence. De dire il faut définir des victoires qu'on veut obtenir et les obtenir ensemble pour que justement on ne crée pas contre les gens, qu'on ne fragilise pas le système. Et le dernier point pour nous, bah, c'est cette capacité d'action collective, qui est pour nous un concept important qu'on a théorisé. À une époque, on pensait qu'il fallait des bifurqueurs, il fallait plein de gens comme ça qui changent et qu'il y en avait assez, ça allait changer. On dit qu'aujourd'hui, au contraire, il faut une approche qui est collective. Il faut une capacité à régler des problèmes ensemble, quelle que soit la nature de ces problèmes-là. Et que ça passe par des ingrédients, ça passe par de la confiance, ça passe par de l'empathie, ça passe par une croyance en un projet collectif, ça passe par en un rapport à la réalité et à la vérité qui est sain, qui permettent de se mettre d'accord sur les problèmes. Et pour nous, ça doit devenir une fin en soi plus grande même que le fait de dire on va faire des transitions écologiques et baisser des tonnes de carbone. Donc il y a vraiment derrière ces trois approches-là un truc très structurant en fait dans la façon dont on perçoit notre impact. Et toutes les actions, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que je me mets un petit peu en retard, mais toutes les actions qu'on peut imaginer dans les transformations des boîtes, on peut toujours les imaginer dans une optique de transformation écologique, un peu hippie, il faut sauver le monde, etc. Ou alors on peut dire c'est des actions au service de la robustesse, à la fois une robustesse technique, de chaîne de valeur, etc., mais aussi une robustesse humaine, avec des gens qui savent travailler ensemble, qui sont forts, qui savent se parler, qui savent changer de priorité quand il y a des changements dans le monde, sans que se taper dessus, sans être tout le temps en train finalement de se désagréger finalement en tant que collectif. Et pour nous, c'est vraiment un changement d'optique qu'on veut appliquer et qui s'applique dans les boîtes de façon très concrète. Pour conclure cette partie-là, nous, on pense qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de résoudre un problème, aussi grave, aussi urgent soit-il, c'est de préserver notre capacité à les résoudre. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut dépasser la RSE comme une fin en soi et l'écologie comme une fin en soi. Je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là avant que je vous dise ce qu'on a tiré comme leçon ultra concrète? Il vient d'y avoir une question dans le chat, Pierre-Alix. Mais que fait-on pour la lutte des classes? Comment permettons à certains de vivre mieux alors que d'autres veulent bien que les autres progressent pourvu qu'ils ne perdent pas en confort? Oui, c'est un excellent sujet. Dans la capacité d'action collective, il y a un des facteurs pour nous qui est essentiel, c'est la confiance. Et la confiance, ça vient aussi d'un sentiment de justice. Et on le voit qu'aujourd'hui, l'un des éléments qui génère énormément de résistance sur tous les projets collectifs, c'est le sentiment d'injustice. On me demande à moi des efforts, alors que je trouve que ça n'est pas juste de me les demander. Et donc, on voit des liens là-dessus. C'est-à-dire qu'on va me dire, moi, on me demande des efforts sur l'écologie, alors que d'autres sont en jet privé, etc. Donc, tu peux voir ça à niveau de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'il faut que si tu n'as pas un minimum de justice effective, tu n'auras pas de sentiment de confiance assez fort pour que les gens s'engagent et acceptent des changements. Tu vas devoir le faire en l'imposant, et en l'imposant, tu vas fragiliser la société encore plus et tu vas prendre le risque que très très vite, les gens se disent, dès que j'aurai l'occasion de déconstruire ce que tu m'as imposé, je le ferai. Et ça, c'est pas bon. Et donc pour nous, cette notion de lutte des classes, je ne suis pas sûr qu'elle soit pertinente parce que lutte des classes, c'est encore des oppositions très très fortes. Par contre, je préfère la notion de juste exigence, qui peut dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont des moyens et surtout une façon de dépenser ces moyens-là qui est pas du tout adapté au monde actuel. Et il faut absolument qu'on travaille progressivement pour générer plus de justice et plus d'égalité. Et pour nous, c'est là où il y a un point de convergence qui n'est pas forcément une lutte des classes qui est essentialisante, mais beaucoup plus un constat objectif sur des enjeux clés comme l'égalité sociale
et des solutions pour permettre d'en avoir un peu plus, sans forcément que demain matin, on s'attende à ce qu'on ait une société parfaitement égalitaire. Et Mara, pour ta question sur la priorisation, bah c'est pour nous aussi, c'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire que plutôt que de travailler sur c'est quoi le problème le plus grave et puis on a du mal à se mettre d'accord, travailler sur la robustesse, c'est mettre la priorisation en méta. En fait, la priorité, c'est d'être capable de mieux affronter tous les défis qu'on a à gérer. Et là-dessus, il y a des points communs qu'on peut aller chercher qui s'appliquent à tous. Donc, par exemple, je l'ai dit, refaire du local, c'est bon pour les fractures sociales, c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour la vérité parce qu'on a un rapport au local qui est beaucoup plus fort, on a confiance en information, etc. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour l'égalité de revenus, enfin, c'est bon à tous les niveaux. Donc ça, on peut travailler, on peut en faire un axe qui en fait est un axe au service de la robustesse qui ne priorise pas un sujet plutôt qu'un autre. On veut du concret maintenant, PA. Comment on travaille sur la capacité collective à trouver des solutions lors d'une situation, un contexte de polycrise, multicrise? Eh bien, on va vous montrer ça alors. On va vous montrer ça, il nous reste 9 minutes. Hop. Eh bien, effectivement, on en a tiré des leçons assez concrètes. On a changé de pas mal de choses en début d'année chez Dotton. On a changé notamment notre raison d'être et notre stratégie. À une époque, on voulait générer des acteurs épanouis de la transition écologique, voilà, rentrer dans le donut. Et maintenant, on dit bah non. On veut que cette transition écologique soit un moyen de relever les défis du XXIe siècle en augmentant notre capacité d'action collective. Donc, on en fait un moyen parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui peut générer de l'égalité, qui peut générer de la robustesse, qui peut générer du lien entre les personnes. Et c'est ça, en fait, la finalité qui va nous permettre de mieux affronter les défis du XXIe siècle. Et donc, on a tiré des leçons. On a notamment diversifié notre offre. Avant, on faisait que l'atelier d'automne, c'est notre offre unique. Bah, maintenant, on fait d'autres ateliers qui finalement vont s'adapter à différents publics et qui vont faire des liens différents entre les sujets écologiques et les sujets de capacité d'action collective, de polycrise, etc. Et qui vont le faire surtout de façon beaucoup plus appliquée à différents niveaux. Et parmi ceux-là, il y en a un qui s'applique particulièrement pour les boîtes, et je vais vous dire pourquoi et comment on l'a développé. On s'est beaucoup questionné sur, ok, si on dit ça, comment on fait pour faire changer les boîtes? Et là, c'était un énorme bazar de savoir par où il faut commencer, est-ce qu'il y a encore besoin de pédagogie et tout. Et en fait, on a une réalisation, c'est que les défis de la polycrise, ils sont ultra concrets pour les boîtes. Ils sont ultra concrets et on le voit à plein d'égards sur le prix, sur les enjeux de douaniers encore récemment et tout. Enfin, les boîtes sont ballottées en ce moment dans un contexte terrible qui pèse aussi en interne sur plein de changements de rupture sur les enjeux RH qui sont très très forts. Et il y a des signes clairs qui nous montrent que la stratégie des boîtes de performance, optimisation absolue qu'on a eu au XXe siècle est en train de battre de l'aile. Et que là, c'est même pas pour des raisons écologiques. On n'est pas dans la moralité. On est sur, il y a des choses qui marchent plus. Des chaînes de valeur ultra tendues où dès qu'on a un bateau qui se plante dans le canal de Suez, tout est planté. On voit que ça n'est pas viable, y compris dans le modèle de développement d'une boîte. Tout ce qu'on a dit s'applique pour les boîtes. Le contexte divergent de polycrise, ça crée cette vulnérabilité qui est importante, où il faut être adaptable. Ces priorités-là, où on dit est-ce que c'est le court terme, le long terme, la responsabilité, ça semble de plus en plus opposé. Donc comment on fait pour prioriser? On n'est plus capable et on se perd là-dedans. Et puis ce côté divergence, on l'a évoqué aussi, qui est très présent dans les boîtes et qui dépasse largement la RSE pour nous. Le problème, en fait, c'est qu'il faut que les boîtes s'en rendent compte. Il faut qu'elles connectent les points. Il faut qu'elles disent, en fait, ce que tu vois dans l'actu d'hier, où il y a telle crise écologique dans tel coin, ça fait écho directement à tes priorités stratégiques. Et si tu n'es pas capable de le transmettre aux gens, alors tu vas affronter des divergences parce que les gens ne vont rien comprendre et ils vont se taper dessus. Et tu ne vas jamais pouvoir atteindre tes objectifs, pas que RSE, mais stratégiques. Donc il faut qu'on leur fasse comprendre que
il faut changer d'approche et que ce n'est pas que de la transition écologique, c'est une façon de penser la stratégie, une façon de penser l'activité au sens large, et puis une façon de manager, une façon de traiter les ressources humaines qui s'adaptent à ce contexte-là. Et pour nous, la clé, ce que les boîtes doivent faire, si on veut qu'elles se transforment, y compris en termes de RSE, c'est d'apprendre à gérer les divergences. C'est d'apprendre à lire l'information, à lire le monde, à se renseigner et à savoir utiliser ce qui se passe dans le monde comme un outil de prise de décision, et à la fois au niveau stratégique et opérationnel. Et ça, c'est un élément clé. Prioriser les choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et pas par rapport à ce qui a été défini il y a 10 ans. Deuxième, c'est trouver des points de synergie. Il y a les trois trucs, cette espèce de triangle un peu de priorités opposées, où il faut trouver des points de synergie et du pilotage. Dire, oui, effectivement, il y a des points de contradiction. Il faut piloter et il faut essayer de trouver les points où on peut faire de la synergie. Puis le dernier point, c'est de faire converger les personnes. Sortir des silos, des postures, travailler collectivement. Ça, pour nous, cette agilité-là est absolument décisive par les temps qui courent. Alors, comment on fait ça? Comment on fait pour que les gens passent de ce triangle-là à plutôt quelque chose qui est vertueux? Pour nous, on travaille autour de la robustesse. Il faut que les boîtes comprennent que la robustesse doit devenir un axe clé de leur stratégie et que cet axe-là, il servira à tous les enjeux stratégiques. Alors, on s'est demandé ce qu'on allait faire avec ça, on s'est demandé est-ce qu'on allait créer une nouvelle fresque, est-ce qu'on allait faire une convention des entreprises pour la robustesse, est-ce qu'on allait faire une université du E après l'université du nous. À la place, on a créé autre chose qui s'appelle Convergence. L'atelier Convergence au pluriel, qui a été créé et qu'on vient de lancer il n'y a même pas un mois. Et cet atelier, on l'a développé après beaucoup de recherches, on l'a déjà beaucoup testé. Et je vais essayer de vous présenter ce que c'est en quelques mots. C'est un atelier qui permet de se projeter dans le futur, mais à l'échelle d'une entreprise. Donc, on va, dans un atelier, incarner une entreprise fictive qu'on a modélisée de A à Z, et on va pouvoir se mettre dans la peau de cette entreprise pour essayer de vivre et de se développer sur toutes les priorités contradictoires qu'on peut avoir jusqu'à 2035. Et ça va être très immersif parce qu'on a tout dimensionné. La chaîne de valeur, les activités, la structure de coûts, etc. On a évidemment tous les indicateurs carbone et puis on a d'autres indicateurs, des indicateurs sociaux, etc. Et comme 2 tonnes, c'est une expérience de 3 heures durant laquelle on va avoir des gens qui vont incarner cette entreprise et qui vont beaucoup échanger pour faire les bons choix qui leur semblent les plus pertinents. Et concrètement, c'est un défi qu'on lance. On dit, vous allez incarner une boîte, vous allez devoir la piloter pendant 10 ans, vous allez avoir un triple objectif où vous devez garder des bons objectifs financiers, vous devez baisser votre bilan carbone et vous devez garder des parts de marché au niveau commercial. Et ça, vous allez devoir le faire avec des changements. Comme on se projette vers le futur, on va pouvoir faire advenir des crises, des changements, des fluctuations écologiques ou pas, technologiques, économiques, etc., qui vont changer les règles du jeu en cours de route et qui vont vous forcer à vous adapter. Et durant tout l'atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un système proche de 2 tonnes où on va proposer des cartes d'action avec un coût qui seront des actions sur différents sujets. On va devoir incarner des rôles et des postures et tout le monde va se mettre dans des rôles différents. Et on va piloter l'impact que ça a sur les indicateurs qui sont à la fois donc des indicateurs écologiques, bilan carbone, mais aussi des indicateurs commerciaux et financiers. Et on a un truc qui, en quelques heures, puisque c'est une demi-journée l'atelier, permet vraiment de se mettre dans la peau d'une boîte. Et pour nous, c'est très puissant parce qu'on parle d'environnement, mais ça n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas un atelier que sur la RSE. C'est un atelier sur comment on gère une boîte en 2025 et jusqu'à 2035 et après. C'est un atelier qui est très puissant pour comprendre beaucoup de notions, comprendre la polycrise, comprendre la robustesse et savoir l'appliquer un peu dans les boîtes. Et puis aussi aller identifier, sortir des oppositions entre oui, la RSE, c'est contre le business ou autre. Donc, on va à la fois apprendre beaucoup de choses au niveau théorique, on va aussi beaucoup mettre en pratique les sujets. Et c'est un atelier surtout qui est très fort sur l'humain, puisque c'est le principe. Le fait d'incarner une entreprise qui n'est pas la sienne, ça permet de faire un vrai pas de côté. Ça permet justement de sortir des postures internes, un peu des silos où chacun a peur que s'il dit on n'a qu'à faire ça, ensuite on lui reproche. Là, on joue avec une autre entreprise,
qui a une activité un peu différente de la nôtre. Et ça va nous permettre déjà d'apaiser les tensions parce qu'on peut aller rationaliser un peu les changements, le type de choses. Ça permet aussi de pouvoir dire, bah tiens, peut-être que moi je pense que la priorité c'est l'écologie, toi tu penses que c'est la rentabilité. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord. Et puis surtout, ça permet de penser collectif, de dire comment on fait collectivement pour que la boîte aille mieux et répondre à différents objectifs, et non pas juste qu'est-ce que toi tu peux faire ou qu'est-ce que moi je peux faire. Et pour nous, ça c'est clé et c'est décisif pour respecter un peu l'optique qu'on a dit au début. À ce titre-là, bah, on l'a déjà fait tester à plein de boîtes, l'atelier, dans toute la phase de conception. Et en fait, ce qui est très très riche, c'est que c'est pas du tout un atelier qui est paradoxalement qui est technique. C'est-à-dire, il est technique sur certains sujets, mais surtout, il permet de créer des échanges de très grande qualité, générer beaucoup d'empathie, des fois des échanges plus émotionnels même qu'un atelier d'automne, où les gens disent bah, moi j'aimerais bien faire plus, mais je peux pas, j'ai pas le budget, je suis pas assez soutenu, etc. Des patrons qui se livrent aussi, qui disent j'aimerais être plus soutenu, je suis pris un peu moi entre le marteau et l'enclume, mais j'aimerais que vous m'aidiez plus. Et on voit que ça permet de générer du consensus via un vrai pas de côté et que ça crée un niveau de profondeur dans l'échange qui est très élevé parce que comme on est très concret sur le changement d'une boîte, on va beaucoup plus loin que il faut faire du régénératif ou de la perma-entreprise ou etc. On dit là concrètement comment on pilote les choses pour faire en sorte qu'on crée une boîte qui est meilleure, qui est plus belle demain. Donc c'est un atelier qui est très puissant et moi chaque atelier me confirme à quel point il est pertinent par les temps qui courent. Très très vite, parce que je suis un peu en retard, mais c'est un atelier qui peut s'appliquer pour plein de contextes différents. Au début, on l'avait fait plutôt pour le middle management. On s'est dit tiens, c'est là où ça bloque souvent, c'est là où il y a les plus gros nœuds un peu concrets de mise en place, d'opérationnalisation des changements au niveau RSE. Mais en fait, on a plein de gens qui nous appellent pour d'autres cas d'usage dans des boîtes ultra différentes, tous les secteurs. Et puis tous les profils. Là, il nous fait ça pour les commerciaux, pour la RSE, pour des comités de pilotage, pour le COMEX, pour des équipes RH, pour les équipes achats, ça marche très très bien aussi. Et ça peut s'impliquer dans plein de démarches qui sont en cours pour y donner un aspect très très concret. Donc on voit en fait que bah, c'est au fur et à mesure que les gens font l'atelier qu'ils nous disent à quoi ils veulent que ça serve et qu'on voit à quel point c'est puissant. Et avant de vous laisser la place pour des questions, je te laisse la parole pour la fin, Gabi. Yes, merci beaucoup, PA. En plus, on a plein de questions que tu vas pouvoir les lire pendant que je dis quelle est la suite avec vous. Parce que c'est pas un hasard si on a fait ce webinaire, comme le disait PA au début. C'est parce que c'est ultra pertinent et dans les deux sens. On est persuadé que c'est hyper pertinent pour vous, les collectifs, pour utiliser ça en interne. Et puis, pour nous, c'est hyper riche aussi d'avoir vos retours, d'avoir vos avis de terrain. Et une fois que vous aurez fait l'atelier, savoir comment ça se passe, quels sont les retours et qu'est-ce qui a été fait aussi après. Du coup, nous, on n'attend plus que vous. On aimerait trop que ça se concrétise avec vous dans vos organisations. Donc, en organisant des ateliers, bientôt en l'animant. Les formations à l'animation d'ateliers vont être lancées. Au début, on va faire quand même assez restreint, mais du coup, si c'est particulièrement pertinent pour vous, que vous l'avez testé, que vous me dites que c'est hyper pertinent, que vous avez formé, on pourra ouvrir quelques places aux personnes des collectifs. Nous, ce qui est aussi très aidant et dont on a bien besoin, c'est aussi savoir quels sont vos besoins dans votre organisation. Et également avoir des contacts avec des personnes qui sont hors des cercles RSE. Parce que, comme on vous l'a dit, il y a ce besoin de changer d'approche et donc d'aller chercher des personnes hors de nos cercles habituels. Et pour les sujets d'organisation d'ateliers, comme on vous l'a dit, là, on est en lancement. L'atelier, il vient de sortir. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, nous, on a envie de rendre ça accessible, notamment pour vous, parce que, comme on l'a dit, c'est hyper pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit ça peut être cool de se parler pour voir à quel point on peut organiser ça, parler ensemble des tarifs aux besoins en fonction des besoins des entreprises. Mais le but, c'est qu'on s'organise ensemble. Donc,
Donc le mot de la fin, c'est on se parle. Et puis j'ai mis une petite astérisque en disant on n'oublie pas que, comme on vous l'a dit, nos autres ateliers sont toujours là et ils sont pertinents aussi en fonction des différents cas. Voilà, PA, je sais pas si tu as un truc à ajouter. Non, bah effectivement, enfin, quand on l'a conçu, on a beaucoup échangé avec des gens des collectifs avant pour le concevoir, et on s'est dit que pour nous c'était un super outil parce qu'il permettait précisément de parler des RSE, d'écologie et ça sans en parler. Et donc pour aller chercher des gens en leur disant en fait on va parler de robustesse, on va parler de long terme versus court terme et pas on va parler de sauver le monde, ça c'est vachement puissant. Donc pour moi c'est un outil qui est assez riche. Et effectivement, on sait que les collectifs, il y a des situations très différentes. Des fois, il n'y a pas de budget, des fois, c'est compliqué. Donc, on a envie de s'adapter à vous pour que dans cette phase de lancement, vous puissiez faire partie des premiers qui testent cette démarche. Voilà. On a hâte de vous parler. On passe aux questions. Tu m'en as choisi, Gabi, ou tu veux que je prenne au fil de l'eau? Hop, il y a des questions plutôt pratico-pratiques. Il y a eu des questions sur indicateurs sociaux, ateliers en anglais, prix, combien de personnes, etc. Et pourquoi pas un quatrième objectif qui soit purement RH. Moi, j'ai fait clin d'œil. Il y a un objectif RH avec le CSE, mais je peux pas tout spoiler. Je ne savais pas si j'ai le droit mais de non, le mais dire. c'est une excellente question. Je vais même vous montrer en fait un peu plus les thématiques qu'on aborde. Il y a 6 tours d'action durant l'atelier. Et en fait, on a vraiment la robustesse, ça passe aussi par l'humain. Donc en fait, il y a vraiment ce côté RH qui ressort. Au début, en fait, c'est très progressif. Au début, on va expérimenter les 3 enjeux stratégiques et on va voir à quel point, en fait, si tu fais que l'un ou que l'autre, ça marche pas. Et qu'il faut piloter ces synergies entre les 3. Et après, là, tu vas aller dans le dur de comment on fait la robustesse, chaîne de valeur. Donc là, on va parler de relocalisation, de changement, etc. Et on a tout un tour où on fait que de l'humain. Où là, l'humain ressort un peu dans chaque. Il y a tout un tour où on fait que de l'humain. Et pour nous, en fait, moi, on a déjà des demandes de gens qui le font dans une perspective uniquement RH, soft skills, etc. Et pas du tout dans une perspective RSE. Et il y a des indicateurs là-dessus. Il y a un indicateur, on a fait notamment un indicateur de climat social dans la boîte, où en fait, si tu forces trop sur certains de ces sujets-là, tu minimises ton climat social et tu es moins capable de faire des actions après. Donc il y a vraiment cette prise en compte de l'humain qui a été très fort parce que c'est la clé. Donc pour nous, on l'a vraiment mis aussi important que les tonnes de carbone dans le design. Oui, j'ai spoilé un peu, mais c'est important parce que Didier a raison. Enfin, si tu fais un truc trop théorique, trop technique, ça marche pas. Et nous, la plus-value de l'atelier, c'est les échanges que ça génère. C'est ça qui est incroyable. Moi, je m'attendais à ce que tu fasses un atelier entreprise, ça fasse des trucs plus corpo. En fait, c'est l'inverse. Et c'est normal parce que les gens on aime notre travail, on est passionné par notre métier, on aime notre entreprise. Et donc, dès qu'on se met à l'échelle de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va devenir demain, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va gérer les choses, ça génère un truc émotionnel qui est vachement fort en fait. Et j'ai vu des gens sur des ateliers qui étaient plus émotifs sur un convergence que sur une fraise du climat. Parce qu'ils disaient, là, on parle de mon métier, de ma passion, ça fait 20 ans que je bosse dans ce secteur-là, et je veux savoir comment je fais les choses mieux. Je veux pas devenir parfait du jour au lendemain. Je veux pas sauver le monde du jour au lendemain, mais je veux essayer de faire les choses mieux et de mieux piloter et de mieux m'adapter au monde actuel. Donc c'est assez puissant de ce point de vue-là. Et est-ce qu'on expérimente des grandes perturbations énergétiques? Oui, Mara, effectivement. Spoiler, mais en fait, dans l'entreprise qu'on incarne, c'est l'entreprise qui a un objet manufacturé et qui a des fournisseurs, notamment en Asie. Et ça se peut que des fois, il y ait des crises écologiques qui vont complètement avoir des impacts dans cette région-là et changer drastiquement le prix de certaines matières premières ou de certains produits énergétiques. Voilà. Et ce qui est en fait aussi assez intéressant avec l'atelier, c'est que tu as une grande marge de manœuvre, y compris dans le storytelling. Tu vois. Donc, tu as des problèmes aussi technologiques et économiques qui ressortent. Ça donne un sens différent parce que, vous l'imaginez, il y a des choix que tu fais au premier tour où tu as l'impression que ce n'était pas les bons choix. Et puis, en fait, au troisième tour, ça se révèle être le bon choix.
parce qu'en fait, tu avais anticipé quelque chose qui arrive qu'après. Et donc, ça change complètement, et c'est là où ça a un impact très fort sur les gens. C'est qu'ils disent, mais attendez, mais je croyais qu'on avait fait une connerie, mais en fait, on a fait un excellent choix. Mais c'est après, en anticipant certaines crises, parce qu'on a été plus robuste. Donc, ça donne une puissance encore plus grande. Et il y avait une dernière question aussi sur le prix PA. Ouais, le prix, pour être transparent, nous, l'atelier, aujourd'hui, on le propose à 3 000 € pour une session, avec au début que quelques personnes qui sont animées, parce qu'il est quand même il est costaud animé, c'est assez technique, il faut être solide sur les entreprises. Mais comme on vous l'a dit, nous, ça fait des années qu'on bosse avec les collectifs et c'est pas des. Enfin, moi, j'ai envie qu'on s'adapte à vous. Et je sais, on connaît très bien, et Paul nous en parle souvent, il y a des collectifs qui ont des budgets, il y en a qui n'ont pas de budget, il y en a qui doivent se battre alors que c'est pas leur taf au départ. Moi, ce que j'ai envie, c'est que l'atelier soit connu, qu'il soit utile, qu'il serve. Et pour ça, on est prêt à faire des vrais efforts. Donc, on ne vous fait pas le coup de on a fait un tarif spécial, moins 10% pour les collectifs. Moi, je trouve ça un peu nulos. Par contre, quand on se parle et que vous me dites, moi, en fait, j'ai 0 budget, mon département RSE, il ne me soutient pas, comment on peut faire? Là, on pourra faire un gros effort, ou vous permettre de vivre dans un autre contexte, en inter-organisation. Il y a plein de solutions. Et nous, on a envie que ça marche. Et moi, j'ai été vachement touché que Paul nous propose de venir pour vous présenter l'atelier. Appelez-nous, on essaie de comprendre c'est quoi le besoin, puis on vous propose un truc qui marche pour que ça puisse se faire. Voilà. Et puis là-dessus, juste pour le pratico-pratique, on va vous envoyer un mail avec Paul. Enfin, je pense que c'est peut-être Paul qui l'enverra, on verra. Mais on vous mettra tous les détails pour qu'on se fasse des petits rendez-vous et qu'on parle justement de tous ces sujets-là ensemble. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vais clore l'enregistrement et clore plus largement ce webinaire. Merci Pierre-Alix pour cette présentation, c'était hyper intéressant et on vous enverra toutes les infos